merci professeur Zaiden donc, pour cette occasion de participer pour la première fois dans ce cours de collège, donc Collège national d'urologie, pour parler de la radiothérapie dans le cancer de la prostate non métastatique, indications, modalités et résultats oncologiques. Donc, le bénéfice de la radiothérapie a été bien prouvé dans le cancer de la prostate localisé, localement avancé, avec envahissement ganglionnaire, même dans les cas oligométastatiques. En cas de réirradiation aussi prostatique, donc on a des indications, et aussi en cas des métastases. Bien sûr, avant toute stratégie thérapeutique, il faut faire un bilan préthérapeutique complet qui donc répond aux nouvelles recommandations. Et on se dispose actuellement de plusieurs moyens donc, thérapeutiques, notamment la surveillance active, la chirurgie, la radiothérapie avec ces deux types, radiothérapie externe et curithérapie, et l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Donc, la radiothérapie d'aujourd'hui, elle est tout à fait différente de la radiothérapie d'hier, puisqu'on faisait auparavant, l'ancienne radiothérapie, c'est la radiothérapie en 2 dimensions. Donc, la radiothérapie conventionnelle avec l'appareil Cobalt, et comme vous voyez, on traite à l'aveugle. Donc, on a juste des repères osseux et on ne voit pas la tumeur et on ne voit pas aussi les organes à risque. Mais à partir des années donc, 90, avec l'installation des accélérateurs linéaires, on a pu moderniser cette radiothérapie en passant de la radiothérapie 2D à la radiothérapie 3D. Alors, c'est quoi la radiothérapie 3D? Donc, il faut faire un scanner de radiothérapie avec des moyens de contention bien efficaces. Et aussi l'accélérateur linéaire, donc il est mené d'un système de multilames qui bouge pour cacher donc, les organes à risque. Aussi, donc, cet accélérateur linéaire, donc, on a le choix d'énergie avec donc, les électrons qui sont peu pénétrants, mais aussi on a des photons X avec donc, des énergies différentes, notamment 8 MV, 25 MV, pour traiter les organes plus profonds. Donc, pour réaliser la radiothérapie 3D, la première étape, c'est de réaliser le scanner de radiothérapie. Donc, le scanner de radiothérapie, comme vous le voyez, donc on a ces moyens de contention qui sont donc le repose-genou et le cale-pied. Aussi, il faut bien éduquer le patient sur le remplissage de la vessie. Donc, on demande au patient de vider sa vessie 30 minutes avant de faire le scanner de radiothérapie. Et puis, donc, il va boire une quantité d'eau de 750 cc pour avoir une vessie semi-pleine. Ensuite, donc, une fois le scanner est réalisé, le médecin radiothérapeute, il va définir ses volumes cibles. On a 3 volumes cibles. Ce qui est en rouge, c'est le GTV, notamment donc, c'est la prostate. C'est le volume macroscopique à traiter. Ensuite, on a le CTV, le Clinical Target Volume. C'est en tenant compte des extensions microscopiques donc, de la tumeur prostatique. Et le volume final, le volume en jaune, c'est le PTV, le volume prévisionnel de planification en tenant compte donc, de mouvements de la prostate, aussi donc, de la respiration et des erreurs de positionnement. Pour bien définir les organes, notamment donc, le volume cible, on va s'aider de l'IRM initial. Donc, on va faire une fusion avec l'IRM initial et le scanner de radiothérapie pour bien contourer la prostate et les organes à risque. Donc, le médecin radiothérapeute, ensuite, une fois qu'il a défini ses volumes cibles et les organes à risque, il va passer le dossier au physicien médical, donc qui va mettre en place les champs de radiothérapie. Donc, vous voyez donc déjà radiothérapie conformationnelle, c'est-à-dire plusieurs champs de radiothérapie. Il va mettre avancé donc, les lames pour cacher les organes à risque. Et l'étape finale, avant la validation du dossier, c'est de vérifier l'histogramme dose-volume, les contraintes de dose au niveau des organes à risque et la couverture au niveau du volume cible. Ensuite, donc, si on vérifie que toutes les contraintes sont respectées, notre volume il est bien couvert, donc on va convoquer le patient pour commencer le traitement. Ce qu'on appelle le jour de l'imagerie portale. Donc, on va superposer une image, l'image donc préparée par le scanner, donc au scanner de radiothérapie, envoyée donc à la machine, et puis on va faire donc une acquisition réelle le jour de traitement
ce qu'on appelle donc l'imagerie portable. On va superposer ces deux images, ils sont conformes, donc on valide le traitement. On a constaté que cette radiothérapie conformationnelle, elle est inefficace. Et en termes de protection des organes à risque, on a noté donc c'est pas plus de toxicité que la radiothérapie 2D, mais on n'arrive pas à mieux protéger les organes à risque. Donc, d'où l'apparition de la nouvelle technique, plus moderne que la 3D, c'est l'IMRT. L'IMRT, c'est la radiothérapie par modulation d'intensité. C'est quoi la différence par rapport à la 3D? Donc, les lames bougent au cours de traitement. En 3D, les lames sont fixes. Alors, donc, au cours de traitement, pour l'IMRT, les lames bougent et en même temps, il y a un mouvement rotatoire de l'appareil. Ça va faire donc un traitement combiné pour bien s'adapter à l'anatomie de la prostate. Vous voyez donc dans la deuxième photo déjà la différence, si on va irradier le pelvis, donc la différence entre 3D et IMRT. En termes de protection de l'intestin, l'IMRT est beaucoup supérieur. Donc généralement, l'intestin, il reçoit une dose qui est de moins de 50% de la dose prescrite. Et on gagne énormément en termes de toxicité digestive. Encore pour être plus précis, c'est la radiothérapie stéréotaxique. Donc pour la radiothérapie stéréotaxique, on va mettre des marqueurs dans la prostate, c'est comme qui vont nous servir comme des GPS pour guider donc le traitement. La stéréotaxie, elle est faite par des appareils dédiés, des accélérateurs linéaires dédiés pour la stéréotaxie, notamment donc le Novalis et le CyberKnife. Donc c'est un robot avec un accélérateur en miniature. Et donc le CyberKnife, il va suivre le fiduciel ou bien le crâne d'or fixé sur la prostate et il va le traiter de façon plus ciblée. Avec la radiothérapie stéréotaxique, on peut faire l'hypofraction, donc le traitement hypofractionné ou ultra-hypofractionné, puisqu'avec la stéréotaxie, on peut raccourcir la durée de traitement en 5 séances. Donc au lieu de traiter en 2 mois, on peut traiter en 5 séances, en 1 semaine, donc toute la séquence thérapeutique. Mais elle a des indications bien spécifiques, notamment dans les réirradiations ou en cas donc, des oligométastases ganglionnaires ou osseuses. Un souci majeur pour nous radiothérapeutes, c'est le mouvement de la prostate. Donc, M. Crevoisier, donc, il a réalisé 22 scanners alignés donc, sur le bi déjà fixé sur la peau et il a remarqué déjà donc, il y a donc des modifications du mouvement de la prostate en cours de traitement. Donc, on n'est pas sûr si on est bien ou bien si on traite donc, la prostate de façon adéquate en fonction du remplissage vessie, de la vidange rectale aussi. Donc, pour pallier à ça, on est obligé de majorer les marges. Mais majorer les marges, ça va entraîner plus de toxicité au niveau de la vessie et du rectum. Idéalement, si on a cette technique, la radiothérapie guidée par l'image, ou IGRT, donc c'est un accélérateur linéaire dédié d'un scanner. Donc, scanner qui va prendre des acquisitions en cours de traitement. Et donc, on va superposer l'image déjà envoyée, préparée au scanner de radiothérapie, sur l'image acquise en per-traitement. Et on va vérifier le remplissage de la vessie, la vidange du rectum. Si on trouve une vessie qui n'est pas pleine, donc on va demander au patient de descendre, de boire encore d'eau pour remplir sa vessie et de revenir pour sa séance. Si un rectum trop plein aussi, on va demander au patient d'aller aux toilettes. Et donc, on va suivre en temps réel l'état donc, de la prostate en fonction de remplissage vessie et rectum. Donc, vous voyez déjà, avec l'évolution technique de radiothérapie, on a pu réduire les marges et être plus ciblé sur nos volumes. Concernant les doses en radiothérapie externe, le protocole standard, c'est d'administrer des doses au-delà de 76 degrés, 2 degrés par séance, 5 séances par semaine, et ça va nous faire 2 mois de traitement, donc chaque jour, repos samedi et dimanche.
Mais donc, actuellement, il y a 3 essais qui ont montré l'équivalence de protocoles hypofractionnés, notamment donc, le protocole 60 degrés en 20 fractions, tout en augmentant la fraction par séance, 3 degrés par séance. Et ça va donner une durée totale de 1 mois. Donc, on gagne 1 mois en termes de traitement. Ou bien l'autre protocole, c'est 70 degrés, 2,5 degrés par séance en 28 fractions. Ça va nous faire donc 1 mois et demi de traitement. Voilà donc les 3 études qui ont montré l'équivalence de protocole hypofrac par rapport au protocole normofrac avec une toxicité rectale qui est acceptable. Donc, les recommandations actuelles de la radiothérapie dans le cancer de la prostate, donc il faut exiger une technique de modulation d'intensité, l'IMRT. La 3D, ça reste une option si on va irradier la prostate seule, mais il faut oublier. Donc, toujours, il faut exiger l'IMRT dans le cancer de la prostate. Le protocole hypofrac, il est équivalent au protocole normofrac. Donc, on va gagner 2 jours aux patients. Et la dose recommandée, il faut donner une dose supérieure à 76 degrés. Le deuxième type de radiothérapie, c'est la curithérapie. Alors, la curithérapie, c'est la radiothérapie interne des sources radioactives introduites dans la tumeur, notamment dans la prostate. On a 2 types de curithérapie, la curithérapie à bas débit de dose et la curithérapie à haut débit de dose. C'est quoi la différence? Donc, M. Alberto Bossi, il a beaucoup travaillé sur ce type de curithérapie à Gustave Roussy, et c'est l'implémentation des grains d'iode 125 au niveau de la prostate, comme vous le voyez. Et les avantages, c'est de délivrer des fortes doses de radiothérapie qui peuvent arriver jusqu'à 144 degrés, tout en le pouvoir de pénétrance au niveau du rectum et de la vessie, il est très faible. Donc, les grains d'iode vont rester focalisés dans la prostate, mais l'inconvénient, c'est on ne peut pas traiter par la curithérapie à bas débit de dose si on a une tumeur qui dépasse la capsule. Le deuxième type de curithérapie, c'est la curithérapie à haut débit de dose. Et la différence, c'est d'implanter des aiguilles, 15 à 20 aiguilles, au niveau de la prostate, bien sûr sous contrôle échographique comme pour la curithérapie de bas débit de dose, et donc sous contrôle échographique. Puis, donc, dans un deuxième temps, ces aiguilles vectrices seront chargées par des sources radioactives. Généralement, cette curithérapie à haut débit de dose, elle est indiquée surtout en complément de dose ou en boost après radiothérapie externe. L'avantage, c'est toujours de délivrer des fortes doses, plus que 100 degrés au niveau de la prostate, et avec la possibilité de traiter les tumeurs même en dehors de la capsule. Donc, on passe aux indications de la radiothérapie dans le cancer de la prostate. Toujours, donc, on suit les recommandations des sociétés savantes. 3 facteurs pour définir donc, les groupes à risque, la classification TNM, le groupe USUP et le taux de PSA. Pour le groupe faible risque, comme ça a été dit, avec donc, les résultats de l'essai PROTECT, donc, il y avait une équivalence entre les 3 armes thérapeutiques, surveillance active, radiothérapie et chirurgie. Aussi, l'actualisation à 15 ans a bien confirmé cette équivalence entre ces 3 armes thérapeutiques. Et c'est pour cela, donc, les recommandations actuelles, la surveillance active, elle est recommandée, mais il faut bien impliquer donc, le patient dans la décision thérapeutique, notamment donc, la chirurgie, la radiothérapie et la curithérapie restent des options. Pour le groupe de risque intermédiaire, les choses deviennent un peu plus compliquées puisque c'est un groupe très hétérogène avec donc, des pronostics différents. Dans l'essai PROTECT, toujours dans cet essai, il n'y avait pas de différence en termes de survie spécifique à 10 ans, mais il y avait une augmentation de risque de progression clinique ou métastatique dans le groupe surveillance. Par contre, il y avait donc l'équivalence à 10 ans entre le groupe chirurgie et radiothérapie associée à une hormonothérapie de courte durée. Alors, le bénéfice de cette hormonothérapie de courte durée a été bien prouvé par l'essai EORTC, donc, qui a montré donc, un bénéfice
en termes donc, de survie sans progression clinique ou à distance. Et ce bénéfice était, quelle que soit la dose de radiothérapie, c'est une hormonothérapie courte associée à la radiothérapie. Alors, donc, la deuxième question posée par l'essai RTOG, faut-il augmenter la dose de la radiothérapie pour surseoir à l'hormonothérapie? Et donc, dans cet essai, il n'y avait pas de bénéfice entre administrer une dose 70 degrés versus administrer une dose 79 degrés sans hormonothérapie. Donc, il n'y a pas de bénéfice d'escalader la dose de radiothérapie. La troisième question qu'on se pose, y a-t-il un bénéfice de cette suppression androgénique en fonction des groupes favorables ou défavorables? La réponse était dans cet essai qui a montré un bénéfice d'associer la radiothérapie seule à la dose de 76 degrés dans 20% du groupe risque intermédiaire favorable. Par contre, dans le groupe risque intermédiaire défavorable, d'associer donc 76 degrés à l'hormonothérapie est toujours donc une option thérapeutique plus adéquate. Donc, il est important de différencier dans le groupe à risque, le groupe favorable et défavorable, associer l'hormonothérapie dans le groupe défavorable et pour le groupe favorable, on peut indiquer uniquement donc, la radiothérapie exclusive mais à une dose de 76 degrés. Dans l'essai Ascent, qu'en est-il donc de la place de la curithérapie? Et dans cet essai, l'essai Ascent, il a montré le bénéfice d'associer en complément de dose la curithérapie à la radiothérapie externe avec bien sûr radiothérapie 76 degrés plus curithérapie en boost est supérieure à la radiothérapie 78 degrés seule, bien sûr avec hormonothérapie, mais on a remarqué plus de toxicité génito-urinaire. Aussi, dans les travaux de Jean-Marc Cosset à l'Institut Curie, il a travaillé sur 809 patients avec un seul facteur de risque, donc de risque intermédiaire, mais avec un seul facteur de mauvais pronostic. Et il a montré que la curithérapie de bas débit de dose avec l'iode 125 était donc corrélée avec des bons résultats. Et cette option peut être indiquée pour les groupes de risque intermédiaire avec un seul facteur de mauvais pronostic. Donc, comme recommandation dans le groupe de risque intermédiaire, c'est une radiothérapie avec hormonothérapie courte. Groupe défavorable associé donc l'hormonothérapie. Groupe favorable, toujours donc le risque intermédiaire, c'est la radiothérapie seule et la curithérapie peut être indiquée pour le groupe intermédiaire favorable. Pour le groupe de haut risque, les choses deviennent encore plus compliquées puisque c'est un groupe aussi très hétérogène. Et on a deux essais, l'essai EORTC et l'essai RTOG, qui ont montré d'associer une hormonothérapie longue améliore donc le pronostic de ces maladies. Avec donc les résultats de ces essais, la radiothérapie associée à l'hormonothérapie de longue durée améliore donc le contrôle local, le contrôle biochimique et aussi donc prévient donc l'apparition des métastases et la survie globale à 10 ans. Est-ce que on s'est posé la question, est-ce que surseoir à la radiothérapie peut améliorer ou on peut avoir donc des résultats de non-infériorité? La réponse était donc donnée par cet essai, un essai aussi scandinave qui toujours ont montré le bénéfice d'associer la radiothérapie à l'hormonothérapie de longue durée. L'autre question aussi qui se pose, quelle est la durée optimale de cette hormonothérapie dans les cancers de haut risque? Est-ce que donner une hormonothérapie de 4 mois est équivalent à l'hormonothérapie de 2 ans ou 3 ans? Et dans cet essai, la réponse était claire, donc il faut toujours associer une hormonothérapie de longue durée à la radiothérapie. Aussi, donc, cette méta-analyse qui a inclus 12 essais confirme cette conclusion. Alors, peut-on réduire la durée d'hormonothérapie à 18 mois au lieu de 24 mois, 36 mois?
Et 2 essais ont montré, donc cet essai, il a montré qu'il n'y a pas de différence entre 18 mois versus 36 mois, mais la principale critique, c'était la dose de radiothérapie était administrée à 70 degrés et il n'y avait pas donc aussi donc, de risque de rechute biochimique. L'essai Assand aussi, il a posé 2 problématiques. Donc, le bénéfice d'associer le boost par curithérapie à la radiothérapie externe et est-ce qu'on peut désescalader la durée de l'hormonothérapie à 12 ou 18 mois et la réponse était oui. Donc, toujours il y a un bénéfice d'associer la radiothérapie au boost par curithérapie et aussi 12 à 18 mois peuvent suffire en cas de cette option thérapeutique. Deuxième essai aussi qui a posé la même question et la réponse était aussi similaire à l'essai Assand. Donc 18 mois avec radiothérapie plus boost par curithérapie puisqu'on assure l'escalade de dose par la curithérapie. Et puis si on n'a pas cette option de boost par curithérapie, il faut une durée plus que 18 mois. Alors, une autre question qu'on se pose, nous, les radiothérapeutes, quand est-ce qu'on va indiquer les radiations pelviennes? C'est un souci majeur de toxicité. Et vous voyez donc, surtout, principalement, l'IMRT, elle est indiquée en cas d'irradiation pelvienne. Donc, on a 3 essais, l'essai donc RTOG, l'essai GTUC et l'essai DISER. Donc, 2 essais étaient positifs en faveur de cette irradiation pelvienne et un essai qui n'était pas positif. Un 4e essai publié en 2021, le POP-RT, il a donc randomisé, puisque c'est un essai solide, puisque dans la stratification, déjà, ils ont utilisé la TEP au PSMA, et aussi, donc, ils ont randomisé 2 groupes, radiothérapie pelvienne versus radiothérapie de la prostate seule, et le bénéfice était manifeste en termes donc, de survie sans métastase, survie sans rechute biochimique, mais il n'y avait pas de bénéfice en termes de survie globale. Et dans cette méta-analyse, elle confirme toujours donc, le bénéfice de faire la radiothérapie pelvienne associée à l'hormonothérapie adjuvante. Alors, qu'en est-il de l'association de la radiothérapie à la chimiothérapie? On a 2 essais. L'essai RTOG, il a donc randomisé 2 bras entre radiothérapie, hormonothérapie 2 ans versus radiothérapie plus hormonothérapie plus 6 cycles de docétaxel et les résultats étaient positifs en termes de survie globale et survie sans progression. Donc, les recommandations pour le groupe de haut risque concernant la radiothérapie, c'est une radiothérapie associée à une hormonothérapie de longue durée, minimum de 18 mois. On peut faire la désescalade en durée d'hormonothérapie si on a la possibilité de faire la radiothérapie externe plus boost par curithérapie. Alors, qu'en est-il pour le groupe CN+, donc l'atteinte ganglionnaire? Il y a donc dans cette revue systématique déjà, il y a toujours un bénéfice d'associer un traitement local au traitement hormonal de longue durée. Et donc, les recommandations de l'AFU, c'est faire la radio-hormonothérapie de longue durée et 2 ans d'acétate d'abiraterone pour l'atteinte ganglionnaire. Et déjà, on a irradié des patients avec atteinte ganglionnaire et on peut le booster, pour boost ganglionnaire, par la technique de radiothérapie stéréotaxique. Pour la radiothérapie adjuvante, donc on a 3 études donc randomisées qui ont montré l'intérêt de cette radiothérapie adjuvante en cas de PT3 et R1, avec un gain donc de 20% en termes de survie sans progression. Alors, radiothérapie immédiate ou radiothérapie différée, une question qu'on se pose souvent, mais actuellement les choses sont claires suite donc à ces 3 essais randomisés et cette méta-analyse qui a montré l'absence de bénéfice de faire la radiothérapie adjuvante immédiate. Donc la radiothérapie, elle est indiquée seulement en cas de détection de taux de PSA plus que 0,2 nanogrammes par millilitre.
Si PN+, malheureusement, on ne se dispose que des études rétrospectives, donc c'est des cas à discuter en RCP pour indiquer ou non la radiothérapie adjuvante en cas de PN+. Voilà donc les recommandations de l'AFU en termes de radiothérapie adjuvante. Indication PT3R1 et c'est une radiothérapie qui n'est pas immédiate mais différée si PSA plus que 0,2. Je termine donc par la tolérance. Donc, le souci majeur, c'était surtout, je pense vous, urologues aussi, donc d'envoyer les patients en radiothérapie, c'est la toxicité. Donc, vous avez vu déjà, avec l'évolution technique de la radiothérapie, on a pu gagner encore plus en termes de toxicité, surtout rectale et vésicale, et même aussi sexuelle. Donc, les principales toxicités, c'est la toxicité urinaire, donc la cystite radique, avec donc les différents grades, et on peut voir des grades 3, donc avec hématurie et nécessité de transfusion. La ractite aussi radique aussi, on peut voir donc les différents grades, mais cette toxicité vraiment donc elle a diminué avec une nouvelle technique de radiothérapie et notamment si on indique la curithérapie, on a beaucoup moins de toxicité. La toxicité sexuelle, le trouble de l'érection généralement c'est 25% après radiothérapie, mais il faut voir donc les antécédents du patient, son âge, son état érectile avant la radiothérapie ou la curithérapie, et aussi donc s'il y a une hormonothérapie associée, bien sûr, donc ça va être majoré, et la dose reçue par le bulbe pénien aussi, c'est à quantifier. Bien sûr, si on irradie le pelvis, on augmente la toxicité, c'est pour cela que la technique de recommandation actuelle, c'est l'IMRT. Donc, on a des recommandations concernant les contraintes de dose au niveau du rectum, de la vessie, qu'on doit respecter strictement, sinon on ne valide pas le dossier. Ou on change la technique des radiations. Voilà, donc en conclusion, nous sommes souvent devant des situations très hétérogènes. On doit toujours peser le risque, donc bénéfice-risque. Et j'insiste sur la bonne collaboration. Nous, donc radiothérapeutes, urologues, oncologues médicaux aussi, donc il faut rediscuter le dossier à chaque nouvelle étape, à chaque donnée. Il faut bien informer et l'impliquer, donc impliquer le patient dans la décision thérapeutique. Donc il y a plusieurs choix thérapeutiques, donc il faut que le patient décide aussi et intervient. Et la radiothérapie actuelle, vous, urologues, ne craignez rien en envoyant vos patients en radiothérapie, puisque actuellement, on se dispose d'une radiothérapie de précision pour garantir surtout les séquelles, donc moins de séquelles à long terme. Merci. Merci beaucoup, professeur Bouzid, pour cette merveilleuse conférence. Pour nous, c'était toujours un peu mystérieux la radiothérapie. Là, on comprend mieux, on comprend bien les différentes, ce que c'est que la stéréotaxie, ce que c'est que l'IMRT, les avantages, les inconvénients. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était clair? Une question là-bas. Un petit micro. Merci pour votre présentation, Dr Bouzid. La question que je me pose, c'est en fait, actuellement, en Tunisie, de quoi disposons-nous exactement? Quels sont les protocoles les plus utilisés? Est-ce qu'on a la radiothérapie stéréotaxique actuellement? Et quelle est son indication sur le plan pratique? Donc, on a l'IMRT, déjà, en Tunisie. Déjà, donc les patients sont traités, le cancer de la prostate, déjà c'est une indication, ils sont traités souvent puisque c'est une recommandation, l'IMRT. Pour la stéréotaxie, puisque vous avez vu déjà c'est un organe mobile, c'est très compliqué, il faut mettre donc des marqueurs de fiduciel, de grains d'or pour bien le suivre, et aussi donc il faut des appareils bien dédiés pour la stéréotaxie, notamment idéalement si on a la robotisation, les cyberknives, mais sinon même nos accélérateurs linéaires, on ajoute d'autres accessoires pour faire la stéréotaxie. Donc en Tunisie, la stéréotaxie de la prostate, elle n'est pas faite. Même la curithérapie aussi de la prostate, elle n'est pas réalisée.
mais juste puisqu'on fait la stéréotaxie cérébrale et pulmonaire. Mais je pense que prochainement, très prochainement, donc on va commencer la stéréotaxie aussi de la prostate, puisqu'elle n'est pas encore, c'est pas une vraie recommandation, la stéréotaxie de la prostate. C'est même dans les recommandations avec un niveau faible. Mais donc prochainement, je pense qu'elle est faisable, elle n'est pas très compliquée. Donc IMRT et curithérapie, curithérapie, elle n'est pas encore faite. Docteur Hlila, vous voulez poser une question, Mohamed? Vous pouvez lui donner la parole éventuellement. Voilà, c'est bon. Non, merci Ahmed. Non, j'ai pas de question. Ok. Je crois que Dr Majdoub a une question. Alors c'est une question plutôt d'ordre pratique. Nous, après une biopsie de prostate, eh bien, on a un délai de 2 mois pour réaliser notre prostatectomie. Existe-t-il un délai de la sorte en matière de radiothérapie? C'est-à-dire avant de commencer les séances de radiothérapie, a-t-il un délai à respecter par rapport à la biopsie prostatique? Non, il n'y a pas de délai. On peut commencer la radiothérapie immédiatement, pas de souci. Mais le problème, nous, avec les délais de rendez-vous de radiothérapie. Ok, donc c'était très clair. Donc on va passer, je vous remercie pour cette magnifique conférence.